En tout cas, voilà, bonjour à tous et à toutes. On est vraiment ravis de vous retrouver pour ce nouveau live. Eh ben, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, en tout cas, qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur particulièrement. Et je pense qu'il va résonner chez beaucoup d'entre vous. En tout cas, c'est ce qu'on voit dès que l'on prend ce sujet dans nos newsletters ou dans les posts LinkedIn que l'on fait. Ça a beaucoup de retentissement. Oui, bonjour à tous. Ouais, on va aborder quelque chose de fondamental, vos talents. Et je dis bien vos talents, voilà, pas ceux que vous devriez avoir ou fantasmer d'avoir, ou pire, que l'on voudrait que vous réclamez que vous ayez. Voilà, on va parler vraiment de vos talents. Voilà. Exactement. Alors, voilà un chiffre qui devrait tous nous interpeller. 80% des salariés ne sont pas engagés dans leur travail. 4 personnes sur 5 qui viennent travailler sans réelle énergie, sans réel plaisir. Et c'est pas qu'une question de ressenti d'ailleurs, hein. Ça a un coût économique considérable. Voilà, quand l'entreprise ignore les talents de ses collaborateurs, seulement 9% sont vraiment engagés. Par contre, quand on se concentre sur leurs capacités naturelles, alors là, par contre, ça change tout puisqu'on monte à 73% d'engagement. Et tenez-vous bien, 10% des salariés engagés supplémentaires, c'est quoi? C'est 20% de rentabilité en plus. Et oui, c'est pas nous qui le disons, c'est Gallup. Donc on ne parle pas d'un sujet qui soit bisounours management, non. Là, on parle vraiment de performance réelle. Oui, le coût humain et financier de l'oubli en fait des talents est absolument, c'est massif, voilà. Et ça, ben, un petit message personnel, moi j'aime bien pour les directeurs financiers. Eh bien, entre le coût du désengagement et le turnover, et j'en passe et d'autres, hein, des meilleurs, voilà, c'est rarement détaillé dans le bas de bilan. Voilà. Ouais. Et on va aller plus loin. Une petite question pour vous dans le chat. Voilà, dans le chat. Combien d'entre vous pourraient comme ça nommer, mais vraiment spontanément, ces 3 talents? Allez-y, soyez honnêtes. Répondez oui, répondez non. Voilà. Ouais, bon, je parie qu'on n'a pas effectivement énormément de réponses et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, comment repérer ses talents. À toi, Voilà. Bernard. Alors, nous, on aime beaucoup Approach TV Inquiry France et dans le cadre des leaders de transformation positive, on aime beaucoup de raconter des histoires. Pourquoi? Parce qu'elles sont très révélateurs et c'est beaucoup plus puissant que finalement de faire de la théorie. Donc, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. C'est celle de Jacques. Jacques, alors j'ai changé son prénom. Il s'appelait pas Jacques. Mais Jacques est un directeur des services informatiques d'une grosse entreprise française qui passe d'adjoint à directeur des services informatiques, donc au CODIR. Et un jour, le DRH me contacte et me dit: Bernard, on a besoin que vous coachiez Jacques. Il a un problème avec l'empathie. Il n'est pas assez empathique avec ses équipes. Ça crée des tensions et ça change beaucoup car son prédécesseur, lui, était très empathique, voire trop empathique, hein. Le contraste est vraiment un choc pour toutes les équipes. OK, donc je reçois Jacques et là, la première chose que je fais, je ne lui parle pas de son manque d'empathie, non. Je lui demande: «Jacques, racontez-moi des moments où vous vous êtes senti au meilleur dans votre travail, des moments où finalement ça coulait de source». Alors, il était un peu surpris de cette question et Jacques me parle de sa capacité à structurer, organiser, créer des process clairs. Il me raconte comment il a restructuré toute l'organisation de son service, comment il a mis en place des systèmes qui ont fait gagner un temps fou à tout le monde. Et il en était particulièrement content. On le voyait quand il expliquait ça. Il était vraiment, vraiment dans son élément. Alors, je lui ai dit: Jacques, et si on utilisait justement cette capacité que vous avez à structurer pour créer des moments réguliers et cadrés avec votre équipe? Vous voyez, des points individuels planifiés, des rituels d'équipe bien organisés, des moments où vous créez un cadre qui finalement donne de l'espace à des collaborateurs pour s'exprimer, pour être écoutés. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a mis en place et ça a vraiment tout changé. Jacques n'est pas devenu quelqu'un de naturellement empathique, c'est pas son style, c'est pas sa nature au sens émotionnel du terme, non. Mais il a créé un cadre structuré qui donnait de l'espace à ses collaborateurs pour s'exprimer, pour être écoutés, et il a utilisé son talent d'organisation pour compenser ce qu'on appelait finalement sa faiblesse. 6 mois après, le feedback de son équipe était complètement différent. Il se sentait écouté, considéré, non pas parce que Jacques avait travaillé sur son empathie, non, mais parce qu'il avait utilisé sa force. Il avait notamment, on avait bien ri ensemble, on avait utilisé le StrengthsFinder, qui est un outil pour détecter les forces de Gallup, et l'empathie sur la totalité des forces était en tout dernier. Voilà. Ouais, alors ce que Bernard vient de raconter, ouais, c'est la première façon de pallier une faiblesse, utiliser ses talents pour la combler. C'est un peu Ouais, c'est assez, contre-intuitif, non, Bernard, hein? c'est assez contre-intuitif, hein. Ouais. Ouais. Ouais, complètement contre-intuitif parce que tout notre système nous dit tu as un problème, travaille sur le problème. Mais en réalité, quand on a un problème, ben, la vraie question, c'est
quelles ressources, quel talent j'ai déjà en moi que je peux mobiliser pour résoudre ce problème-là, plutôt que de creuser le problème finalement. Voilà, parce qu'on ne résout pas les problèmes en analysant les déficits, hein. Ça, c'est Et vraiment notre leitmotiv chez Approach-Living.France dans le cadre des leaders de transformation positive. On ne résout pas les problèmes en analysant les déficits. exactement Bernard, voilà, on résout en mobilisant les ressources existantes. C'est vraiment un axe, c'est une obsession chez nous et c'est vraiment ce qu'on essaye d'amener dans les organisations. C'est tout le principe de la démarche appréciative d'ailleurs. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit au clair sur une question fondamentale. De quoi parle-t-on exactement quand on dit talent? Alors peut-être qu'on a des slides là, ou c'est Ouais, juste après? Je ne sais plus, Bernard. absolument. On va vous montrer un tableau qui est très parlant et qui finalement, voilà, il est ici. Ah OK, super. Bon, talent, compétence, on pourrait dire que c'est pareil. Bien justement, non. Voilà, et c'est là que beaucoup d'organisations se trompent. Petite question pour vous, vous pouvez le mettre en commentaire. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez bon dans quelque chose, mais que ça vous épuisait? Ça vous épuisait? Voilà, vous pouvez mettre un oui si dans le chat ça vous parle, tout simplement. Alors, effectivement, beaucoup de oui. Alors, c'est normal. Parce que, alors, quand je dis vous, nous confondons, la plupart des gens confondent peut-être la notion de compétence avec talent. Donc, On va clarifier tout ça, ah oui, Bernard. Voilà. voilà. Donc, regardez bien le tableau. Vous voyez, on a 3 lignes. ADN, plaisir, enfin 3 colonnes plutôt. ADN, plaisir, énergie et résultat. Et 4 lignes, talent, compétence, faiblesse et talent en excès. Ouais. Alors commençons par l'ADN. Voilà, la colonne, là de gauche. Un talent, c'est naturel, c'est soi, en fait. Vu de l'extérieur, c'est certes voir voire même plusieurs, compétences, mais qui ont cette particularité que nous l'avons développée parce qu'elle s'appuie sur nos forces, nos centres d'intérêt naturels, là où on met naturellement de l'énergie finalement, et ce qui fait donc que ça fait partie intrinsèquement de nous et de ce qu'on sait faire. Voilà. Et ce que nous appelons, nous, une compétence, c'est généralement un acquis, une formation, un apprentissage, mais qui a été motivé par l'extérieur, comme à l'école, typiquement. Voilà. Une faiblesse, c'est pas juste dans son ADN, on n'y a développé aucun intérêt finalement. Et ça rentre dans aucune case. Enfin, voilà, talent en excès, c'est inné, mais en pilotage automatique. Voilà, c'est déconnecté en général des vrais enjeux et de son environnement. Voilà. Donc je le reprends rapidement quand même. Talent, c'est là où j'ai naturellement de l'énergie, c'est normal, ça fait partie de mon ADN. J'ai développé toute cette énergie pour développer les compétences qui vont avec. La compétence, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. La faiblesse, c'est un endroit où vraiment, c'est ni dans ma force, ni dans mon intérêt. Voilà. Et le talent en excès, c'est mon talent qui s'exprime, mais sans tenir compte de l'extérieur. Voilà. Je voulais remettre un peu de clarté, j'ai peut-être pas été clair Voilà. juste avant. Et les couleurs, vert, c'est quand c'est présent, Et oui. rouge, quand c'est absent, vert rouge, quand c'est moyen, moyen. Et on verra un truc très intéressant. On a mis 5 plus dans talent en excès, parce que là, mais on va venir ça un peu plus tard dans le live. Voilà. Ensuite, vous avez la notion de plaisir et énergie regroupée. Avec un talent, voilà, vous avez, quand vous l'exercez, vous avez de la joie, de l'épanouissement. On y va naturellement, c'est vraiment profondément énergisant. Avec une compétence, c'est variable. Ça demande de l'effort, ça peut être neutre ou même pénible. Avec une faiblesse, clairement, c'est un vrai déplaisir, un évitement total, un épuisement, une procrastination. Ouais. Et les talents en excès, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'exaltation, le plaisir intense, l'énergie débordante, mais parfois et assez souvent coûteuse pour les autres, pour le coup. Et enfin, les résultats. Parce que si on exerce un talent, c'est vraiment aussi pour obtenir des résultats. Le talent, c'est une excellence avec facilité. La compétence, on peut obtenir de bons résultats, mais ça demande quelques efforts. Une faiblesse, les résultats sont faibles ou médiocres. Et les talents en excès, des résultats, il y en a, mais avec des effets secondaires très négatifs. Oui, prenez un moment, voilà, regardez ce tableau. Où est-ce que vous vous situez sur vos principales activités? Est-ce que vous êtes plutôt dans le talent? Est-ce que vous êtes plutôt dans les compétences? Est-ce que vous mettez de l'énergie à essayer de combler les faiblesses? Ou est-ce que vous êtes tout le temps dans l'exaltation et le talent en excès, typiquement? Donc, c'est quoi finalement une définition d'un talent? Un talent, c'est d'abord ce que les faits démontrent.
C'est ce que vous faites au quotidien. C'est ce qui vous donne de l'énergie, du plaisir et des résultats. C'est ce que vous faites au quotidien. Pas ce que vous imaginez devoir avoir comme talent, pas ce que votre manager voudrait que vous ayez. Non. Et non, c'est les expériences où vous obtenez d'excellents résultats avec de l'énergie, de la joie et du plaisir. Les 3 à la fois. C'est un endroit où vous allez naturellement, donc là où les autres n'iraient probablement pas, ou du moins, ça les drainerait en énergie. Vous voyez, par exemple, une personne qui va naturellement aller faire de la médiation dès qu'elle détecte une tension dans un groupe, là où d'autres fuiraient la situation. Voilà. Là où une personne peut-être qui adore mettre en forme un tableau Excel, peut-être que là, justement, un créatif fuirait cette activité ou alors éventuellement la transformerait pour utiliser son talent pour faire des tableaux qui soient hyper esthétiques, par exemple. Voilà. D'ailleurs, pour ramener un peu sur l'histoire de Bernard, c'est un peu ça l'idée, c'est d'utiliser son talent dans un contexte où éventuellement c'est peut-être pas naturel au départ. Voilà. C'est d'ailleurs souvent un endroit où on vient généralement vous chercher finalement, assez naturellement. C'est-à-dire que les gens ont détecté généralement vos talents puisque c'est là que vous leur apportez de la valeur. Donc, si vous voulez faire la différence entre talent et compétence, il y en a une différence cruciale et fine. C'est qu'on peut être très compétent, mais si nous n'avons pas d'énergie, de plaisir à le faire, ça n'est qu'une compétence et pas un talent. Exactement. Et ça, on va le voir dans une histoire que je vais vous raconter un peu plus tard. Mais pour l'instant, à toi Bernard. Mais avant, moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur une question un peu provocante. Gilles, dans ton expérience, où est-ce que l'on parle des talents finalement dans les organisations? Ouais, bonne question. La vraie réponse, c'est quasiment nulle part. Ah, tu peux en dire un peu plus? Regardons par exemple dans les entretiens annuels. On passe 80% du temps sur quoi? Eh bien, sur les axes de progrès, peut mieux faire, à développer, point d'amélioration. Et vos talents, 2 minutes en introduction. Ouais, ouais, vous êtes très bon sur ce sujet, c'est bien, continuez. Et hop, on passe aux choses sérieuses, ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qu'il faut combler. Alors, et les fameux 360, ces fameux outils que moi j'ai utilisés pendant plus de 15 ans dans mon métier de Ouais, DRH. tu as une C'est c'est- sacrée c'est comment? expérience. C'est pareil? Ouais. Ouais, ça dépend, mais des fois, c'est même pire, en fait. Des fois, j'en ai vu quand même qui étaient plutôt pas mal, mais globalement, il y a eu des progrès dans la présentation. Mais il y a notre culture qui fait que les zones rouges et oranges restent les points qui sont véritablement scrutés à la loupe, y compris par la première personne intéressée. Voilà, c'est vraiment une habitude. Voilà, vos forces, toujours continuer comme ça et on passe au suivant. Et puis, on détecte pas les talents en excès, qui sont aussi un vrai enjeu. Absolument. Et donc, ça, ce sont des outils qu'on utilise de temps en temps, mais au quotidien, où est-ce qu'on fait ça finalement? Au quotidien, on vous confie des tâches parce qu'il faut quelqu'un pour le faire, voilà. On vous forme sur ce que vous ne savez pas faire. On vous demande de travailler vos faiblesses et vos talents, les amplifier. Ah non, 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 on sait que tu es bon là-dedans, ça va. Alors, encore moi, nous, on aime dire que c'est un peu le silence assourdissant de nos forces. Ouais, exactement et ça me fait penser à Einstein qui disait: «Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide». Donc refléter au talent, finalement, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans certaines organisations et puis dans notre quotidien. Alors moi, j'aime beaucoup cette citation, mais finalement, comment est-ce qu'on peut adapter ça au talent? Oui, on l'adapte en disant que tout le monde a des talents exceptionnels et si vous passez votre vie à corriger vos faiblesses plutôt qu'à exploiter vos forces, vous passerez votre carrière à vous sentir médiocre, très clairement. Voilà, question à nouveau pour vous dans le chat, ou en tout cas, ouais, mettez-le nous. Combien d'heures vous passez par an à développer ce que vous faites mal versus ce que vous faites naturellement bien? Voilà, le rapport est souvent de 10 pour 1. 10 fois plus de temps sur nos faiblesses. Ouais et c'est une énergie, de folie d'ailleurs qu'on passe sur ça, et c'est exactement pour ça que 80 des gens, ne sont pas vraiment pleinement engagés. Voilà, ils font ce qu'il faut, mais voilà, on n'est pas forcément dans l'engagement. Je vais vous raconter une histoire maintenant, qui illustre pour moi parfaitement et d'ailleurs très simplement, ce qu'on vient de dire. C'est l'histoire d'un directeur des opérations que j'ai coaché, en l'occurrence, on va l'appeler Marc ici et il est directeur d'une business unit. Voilà, il est excellent sur sa stratégie, sur la RSE, sur l'écoute du terrain avec ses équipes, il est vraiment au top. Il est vraiment très, très fort.
Ses collaborateurs l'adorent, le reconnaissent pour ça. Voilà, il élabore des stratégies pour la business unit, il lance les projets RSE, il va chercher les personnes sur le terrain. C'est quelqu'un qui est vraiment très au fait de tout ce qu'il a à faire. Il sait ce qui est vraiment important et ce qui est à faire. Il n'y a pas de problème. Il est très au clair sur ça. Mais il a quand même un problème, c'est la planification des interventions des consultants chez les clients. Voilà, il doit répartir les consultants en fonction des formations à faire, des choses comme ça. Et puis, généralement, c'est un sujet sur lequel ça traîne. Et il me dit, je manque de temps, j'y arrive pas, je suis occupé à trop de choses, etc., etc. Et en creusant un peu plus, on se rend compte qu'en fait, il procrastine sur cette tâche. Et c'est pas par incompétence, il sait le faire. Il a les compétences, mais il n'a pas l'énergie. Ça lui plaît pas, finalement, ça lui prend la tête et à chaque fois, c'est l'angoisse pour lui. C'est vraiment une angoisse. Ça le pompe d'ailleurs, ça le draine sur d'autres endroits où il pourrait vraiment mettre tous ses talents à disposition de l'organisation. Et puis, je lui demande, voilà, depuis quand tu fais ça? Il dit, depuis que j'ai repris la responsabilité de la business unit. Et je lui dis, mais qui le faisait avant? Il me dit, c'était une autre directrice qui fait partie aussi du comité de direction comme moi. C'est un regroupement d'entreprises en l'occurrence. Et puis, il y a un jour, il n'arrive pas à livrer le premier à temps. En tout cas, il est hyper short. Voilà, il est vraiment sur la fin. Et je lui propose de dire, demande peut-être que ta collègue, elle serait prête à le faire naturellement. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Il lui fait la demande et puis elle le fait, quoi, tout simplement, très rapidement. Et quand on se retrouve dans un autre coaching, on fait le point sur ça. Je lui dis, alors, comment ça s'est passé? Et il me dit, elle adore faire ça finalement, ça l'a énormément stimulée. Voilà, elle trouve ça passionnant, tout organisé comme un puzzle. Voilà, moi j'aime beaucoup plus travailler sur la stratégie, sur l'écoute de mes collaborateurs. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas son fort et c'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a mis à cette place parce qu'avant, c'est elle qui avait cette fonction-là. Alors je lui pose une simple question. Marc, est-ce que ce serait OK qu'elle prenne ça en charge de façon permanente? Et toi, tu prendrais peut-être quelque chose en charge qui, elle, est moins dans ses forces. Il me dit: «Oui, oui, je peux lui demander» et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait d'ailleurs après un comité de direction complet, parce que l'idée, ils ont voulu l'étendre de façon plus large, où ils ont posé toutes les tâches sur la table. D'un côté, les tâches où ils avaient de l'énergie, c'était simple, c'était naturel. De l'autre, les tâches où ça allait, où ils traînaient, ils procrastinaient, ils avaient du mal, ça les drainait en fait en énergie. Pas par manque de compétences, mais simplement par manque d'énergie. Alors il fallait un peu de courage, d'authenticité et de bienveillance aussi, pour reconnaître ses points de procrastination avec ses collègues, mais aussi pour reconnaître ses forces, parce que finalement, c'est pas si naturel que ça d'assumer ses talents face aux autres. Voilà. N'empêche que très rapidement, ils ont fait une simple feuille avec colonne, tâche, ce qui me draine, ce qui me donne de l'énergie, sur lesquels j'ai des résultats, bien entendu. Voilà. Et ils se sont distribués un ensemble de tâches, voilà, au-delà de ce qui avait été défini dans les domaines de responsabilité qui semblaient, entre guillemets, logiques. Voilà. Donc, ils ont réorganisé en fonction des talents de chacun. Le résultat, ça a été une vraie libération, déjà une libération des talents, mais surtout de l'efficacité, de la performance à l'arrivée et du plaisir. Voilà. Plus d'échanges aussi, plus de coopération naturelle, parce que forcément, il fallait partager des informations sur certaines tâches. Mine de rien, ça a créé une lecture plus large finalement de tout ce qui se passait dans l'organisation au niveau de ce comité. Et puis Marc me dit ensuite, moi j'ai retrouvé l'énergie, j'ai surtout retrouvé du temps que j'avais plus pour faire en plus ce qui est vraiment important pour moi. Voilà. Il y a eu un bonus pour le coup, c'est qu'ils ont fait aussi un petit travail supplémentaire qui consistait à identifier les talents mutuels. Alors là, ils l'avaient fait un peu sur une fiche, mais là l'idée c'était de le partager. Voilà. Chacun disait aux autres, voilà les talents que je vois chez toi, les endroits où tu investis toi de l'énergie, et moi j'irai pas d'ailleurs, mais toi en tout cas tu m'apportes de la valeur à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est un temps d'échange qui a été extrêmement riche parce que ça a permis à chacun de se reconnaître effectivement dans ses forces. Voilà. Ça crée de la cohésion. Et puis des surprises aussi, parce que Marc a été surpris d'entendre des choses sur ses talents qui lui semblaient tellement naturels, parce qu'il le fait naturellement, sans réfléchir finalement, qu'il n'en avait pas conscience. Et il ne savait pas à quel point ça apportait de la valeur, à la fois à l'équipe et aussi à l'entreprise. Voilà. Donc voilà, comment un axe très très court, très direct, permet vraiment de recréer à la fois de la cohésion et de la performance dans une équipe. Mmh. Alors, vous voyez ce que Gilles vient de raconter dans cette histoire, mais finalement, c'est la deuxième façon de pallier les faiblesses. Combiner les talents d'une équipe et ça change tout. Parce que regardez ce qui s'est passé, la procrastination de Marc n'était pas finalement un défaut à corriger. C'était un signal qui disait: «C'est pas dans mon talent». Et au lieu de forcer et de lui dire: «Il faut que tu travailles là-dessus», c'est pas ce qu'on a fait, on a écouté le signal. Voilà. Ça, c'est Et important. voilà et le principe, vous voyez, c'est simple. Là où je ne suis pas talentueux, je laisse l'espace pour que quelqu'un exprime son talent. On a réorganisé les tâches selon les talents naturels, pas selon les fiches de poste.
Et puis, bah, comme je disais, l'identification mutuelle des talents, voilà, ça a vraiment créé de la cohésion. Ça a révélé des forces qui étaient vraiment insoupçonnées, en fait, dans l'équipe. Voilà. Il y a un point que je veux vraiment souligner, c'est la complémentarité des talents. C'est la clé du bien-être et de la performance dans une équipe. Pas uniquement que le bien-être, c'est la performance d'abord. Ouais, Et exact. Ouais. je voudrais rajouter un élément, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par l'Association de psychologie américaine. Ils ont travaillé sur 9000 équipes et ils ont détecté que les équipes les plus performantes étaient celles justement qui, comme Marc, avaient travaillé sur leurs talents et avaient distribué les éléments selon leurs talents. Ouais, exactement et en fait, avoir conscience, pardon, et confiance aussi d'ailleurs, de cette complémentarité, c'est vraiment essentiel pour se sentir bien dans une équipe. Parce qu'à ce moment-là, on arrête de se comparer à l'autre et on arrête de se dire: «Je suis pas aussi bon que lui, sur ça», parce qu'on peut rester dans cette énergie aussi de voir l'autre dans ce qu'il est là où il est bon. Moi, je vois Bernard sur sa créativité, si je disais: «Bah, j'ai pas cette forme de créativité, j'en ai d'autres». Mais si je disais: «Il faut que je fasse ça», alors là, je m'épuiserais tout de suite. J'ai d'autres talents, heureusement. Voilà, donc on arrête de se dire: «Déjà, je suis pas aussi bon que lui», voilà. On se dit: «On est complémentaires. Lui, il est fort là. Moi, je suis vraiment fort ailleurs» et même plus, on peut apprendre à apprécier ses faiblesses. C'est-à-dire que là où finalement j'ai des faiblesses, c'est vraiment un espace libre que je laisse pour permettre à une autre personne d'expérimenter un de ses talents. On l'a vu dans une organisation avec une équipe en assurance qualité. Voilà, il y avait un tableau de bord qui était distribué, il y a une personne le faisait, c'était dans sa compétence, mais en fait, elle aimait pas le faire. Il y a une personne qui rêvait de le faire parce qu'elle, elle adore, passer du temps, c'est un temps avec elle-même et cetera et beh, simplement, on a remis le talent au bon endroit et forcément, beh, ça donne de la performance et du plaisir. Alors effectivement, je confirme que Gilles a du talent aussi. Et c'est ce qui rend l'équipe vraiment performante. On peut dire c'est ce qui rend notre équipe performante. C'est cesser de se comparer, c'est voir la complémentarité. Eh ben, c'est là que se crée la performance collective. Ouais, voilà. Mmh. Donc, question pour vous maintenant dans le chat. Dans votre équipe ou des gens avec lesquels vous travaillez, où pourriez-vous redistribuer des tâches selon les talents naturels? Voilà. On vous laisse cette question. Vous pourrez y réfléchir un peu plus tard. Si vous voulez le mettre dans le chat, mettez-le dans le chat. Ouais. Bon, maintenant la question, c'est comment identifier vos talents? Grande question. Alors, on va vous proposer quelque chose tout de suite, un exercice simple. Voilà, c'est Identifier identifier. pardon, excuse-moi Je t'en Bernard, je prie. croyais que tu allais continuer. Ouais, ouais. Je vous propose d'identifier 3 moments où vous avez simplement naturellement de l'énergie, voilà et vous apportez de la valeur, voilà. C'est peut-être comme je disais tout à l'heure, des endroits où vous allez pas, non, je vais te laisser continuer Bernard sur ça, voilà, identifier Ouais. 3 moments, ouais, pardon. Alors, ça peut être effectivement dans les endroits où vous avez ou des endroits dans lesquels les autres ne le feraient pas. Voilà, par exemple, s'il y a des tensions dans l'équipe, des conflits, et que vous y allez naturellement pour essayer de les résoudre, de créer de la médiation, alors que d'autres fuient, bah, c'est peut-être un talent. Voilà. Ouais. Ou alors ce qui vous semble simple, naturel, mais que les autres ne font pas pour autant d'ailleurs et vous dites: «Mais c'est normal de faire ça» et vous réalisez en fait à ce moment-là, en connectant à ça, que, bah, peut-être que non finalement, pour les autres, c'est pas normal. Voilà. Bah, laissez votre cerveau se souvenir de ces histoires et de se reconnecter avec, ces moments où vous avez été particulièrement, à votre forme. Et puis, il y a une autre question aussi, d'auto-identification que vous pouvez utiliser, c'est sur quelle activité vous procrastinez régulièrement? Parce que la procrastination, c'est assez souvent un indicateur de désalignement avec vos talents. Alors, bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour identifier les talents. La méthode privilégiée pour nous, dans Appreciative Inquiry France et dans nos Mmh. programmes Leader Transformation Positive, c'est ce que nous appelons le storytelling. Alors, pas le storytelling publicitaire, marketing, non, le storytelling, c'est d'aller chercher à l'intérieur de notre expérience récente ou plus lointaine, ce qui constitue qui on est, hein. C'est ce que nous appelons l'inquiry dans l'approche Appreciative Inquiry. C'est raconter vos histoires, vos expériences de succès et en sortir les talents qui s'y trouvaient. Et ensuite, naturellement, il y a des questionnaires qui existent. Le Strengths Finder, le Strengths Scope, le Realize 2, le VIA, etc. Quel intérêt de ça? Bah, c'est de vous aider à les nommer précisément, d'en prendre conscience, de visualiser la complémentarité de l'équipe. Alors,
Leurs limites, alors ils ont leurs forces aussi, mais leurs limites pour ces questionnaires, c'est qu'ils doivent être surtout illustrés par des exemples concrets. En tout cas, nous, c'est clairement ce qu'on voit, sinon c'est quelque chose de mental et du coup, on n'est pas dans la réalité de l'expérience de ses propres talents. Voilà, donc un questionnaire seul ne suffit pas, il faut ensuite raconter: «OK, ce talent, quand est-ce que je l'ai utilisé? Comment et avec quel résultat?» C'est très concret un talent, en fait. Alors, on a préparé quelque chose pour vous. On vous a préparé un document qui est un document que nous avons appelé «Réveiller et cultiver les ressources personnelles». Et c'est quoi ces ressources personnelles? Bah, ce sont ces talents. C'est un document pour vous aider à identifier vos talents. C'est extrait de notre livret de formation, Leader Transformation Positive, et il y a toute la méthodologie détaillée pour identifier vos talents par le storytelling. Voilà, et on vous l'offre. Voilà, il suffit de nous mettre un commentaire ici avec le mot talent et on vous l'envoie pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'identification de leurs talents et ceux de votre équipe. Voilà. Donc, mettez-nous le mot talent dans le, comment dirais-je, le chat, et on vous l'enverra avec plaisir, à condition que nous soyons connectés avec vous, parce que on vous l'enverra par DM. Voilà. Alors maintenant, une autre question, enfin une autre histoire qui va finalement illustrer le talent en excès. Et ce talent qui déraille, hein, et qui prend toute votre énergie, surtout l'énergie des autres. Je vais vous raconter cette histoire qui est une histoire personnelle. C'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup appris. C'est l'histoire du programme SBTL, qui est Strength Based Transformational Leadership, que j'ai créé il y a une dizaine d'années. C'était un programme que j'avais conçu et que j'animais chez BNP Paribas. Il y avait des groupes de 24 dirigeants, 3 consultants avec moi, des journées intenses et vivantes. Ce programme marchait, ça marchait super bien. Vraiment. Les résultats ont vraiment été excellents, les clients étaient trop contents, les participants transformés. C'était vraiment, finalement, je me suis rendu compte après coup, c'était le prémisse de notre programme actuel Leader de Transformation Positive. Nous venions de terminer une nouvelle session un jour, et les participants étaient repartis avec cette énergie particulière qu'on reconnaît quand quelque chose de vrai et de performant a lieu. Mais voilà ce qui se passait et que moi, je ne voyais pas. À chaque nouvelle session, je ressentais une exaltation particulière à l'idée de créer de nouvelles séquences, d'imaginer d'autres façons d'aborder tel ou tel sujet, d'introduire un exercice inédit. Bon, c'était pas de l'insatisfaction, non, parce que ça marchait super bien. C'était du plaisir pur, une forme d'énergie créative qui me portait, me rendait vivant, m'enthousiasmait. Mon talent créatif était en pleine action et il adorait ça. On va dire, mon talent adorait ça. Quand on dit mon talent adorait ça, il était presque plus en maîtrise de moi que moi en maîtrise de mon talent. Ce que je ne mesurais pas, ou en tout cas peut-être que je refusais de le voir, c'est que cela produisait autour de moi. Et c'est, par exemple, les 3 consultants qui m'accompagnaient devaient à chaque session réapprendre, réintégrer une nouvelle séquence, se repositionner dans un dispositif qui avait encore bougé. Et on sentait quand même que les gens, ils étaient un peu tendus à faire ça, un peu déstabilisés. Et le client, lui, il ne me payait pas un centime de plus pour ce travail de réinvention. J'avais transformé ma force en charge pour moi, pour les autres, pour personne. Et je pouvais prendre le risque aussi que cela ne marche pas. Donc, un jour, un de mes coachs qui travaillait avec moi s'est tourné vers moi. Il n'a pas pris trop de gants ce jour-là. Il était très énervé. Il m'a dit: Bernard, ça suffit. Arrête de réinventer ce que tu as déjà bien structuré. Ça marche. Pourquoi changer? Voilà. Alors, je fais glups, j'ai encaissé et j'ai su immédiatement qu'il avait raison, au fond. Ouais, c'est un vrai sujet. Question pour vous dans le chat: quel talent utilisez-vous, peut-être un peu trop d'ailleurs, au point que ça crée des tensions autour de vous ou peut-être simplement que vous ne vous rendez compte que vous rendez même pas compte que c'est contre-productif? Voilà, peut-être vous en rendez compte d'ailleurs des fois, hein, c'est peut-être là le petit truc un peu préconscient, qui vous dit: «Oh là, ce que je fais là, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile et que ça serve». Voilà, regardez, observez ça et vous allez peut-être trouver justement ce talent en excès et derrière un talent en excès, il y a surtout un talent. Voilà, c'est Mmh. bien de le rappeler aussi, hein. Voilà. Donc ce que Bernard vient de raconter, c'est quelque chose de très important et c'est très subtil, voilà, le piège de l'exaltation, celui du talent en excès, c'est un phénomène qui est assez difficile à voir, voilà. Et d'autant plus, qu'il est agréable, voilà. Quand Bernard réinventait son programme, il souffrait pas lui. Voilà, il s'épanouissait. L'exaltation créative, c'est une des émotions les plus puissantes qui soit. Elle donne le sentiment d'être vivant, utile, à la hauteur de ce qu'on est, voilà. Et c'est bien pour ça que c'est très dangereux. Exactement, et les forces qu'on surexploite ne sont pas celles qui nous coûtent,
Ce sont celles qui nous font du bien. On les confond avec notre identité d'ailleurs. On y revient comme un petit réflexe finalement et c'est ce nous, on appelle le pilotage automatique. Voilà, et ce n'est pas juste mon histoire personnelle. C'est vraiment un mécanisme qui a été documenté de façon massive et largement ignoré. Les recherches de Kaiser et Kaplan, de Lombardo et Dachinger, de Ryan Nimick, tous arrivent aux mêmes conclusions. 55% des managers surexploitent au moins une force sans le savoir. Donc, vous voyez, plus de la moitié. 9 leaders sur 10 sont déséquilibrés sur au moins une dimension. Et 97 de ceux qui poussent trop fort sur une direction sous-utilisent simultanément les dimensions opposées. Entre 30 et 50% des high potential déraillent, non pas à cause d'une incompétence soudaine, non, mais parce qu'une force surutilisée est devenue un problème que personne n'avait nommé. Et justement, c'est le sujet de notre dernière newsletter Vivant 57 sur les talents en excès, sur lequel nous avons développé ces idées. Les conséquences de cela, c'est la surexploitation, c'est associé à des niveaux plus élevés de dépression et moins d'épanouissement, voilà, exactement comme la sous-utilisation. Mais alors, pourquoi c'est invisible? Bah, Pourquoi? tout simplement parce que, les 360° classiques, avec une échelle de 1 à 5 égale excellent, rendent la surexploitation invisible, voilà. On voit un score élevé, on célèbre, on encourage et ça s'emballe, voilà. Kaiser a innové avec une échelle de -4 à +4 où 0 signifie juste ce qu'il faut, ni trop peu, ni trop. Bah, donne-nous, Gilles, un exemple concret ou des exemples concrets sur ce sujet. Bah, un manager qui donne tout pour son équipe au point de ne plus leur, laisser d'espace pour grandir. Voilà, c'est un talent en excès. Un leader visionnaire qui pense tellement loin qu'il se déconnecte du terrain. En tout cas, il n'embarque pas les personnes, dans le projet. C'est sa force, mais la question, c'est comment il embarque sur ça, dès le départ. Un dirigeant si attentif, aux résultats qu'il épuise les gens qui les produisent. Voilà, ils ne font pas semblant, hein, ils ne sont pas mauvais, ils font ce qu'ils font de mieux, en fait, tout simplement, mais juste, un peu trop déconnectés de la réalité, finalement, à un certain endroit. Bah, alors, finalement, c'est quoi le principe clé de cette histoire? Bah, la différence entre un talent et un excès ne tient pas à la force en elle-même, elle tient au dosage, voilà, au contexte surtout. Ça, c'est très important d'avoir conscience du contexte. On travaille beaucoup sur le contexte et à notre capacité à recevoir les signaux que les autres nous envoient. Voilà, même quand ils sont inconfortables. C'est vrai que c'est pas toujours agréable de dire: «Ah, là, tu t'éclates», mais nous, pas du tout, par exemple. Donc, vous voyez, c'est pas le talent qu'il faut tuer. Non, c'est le pilotage automatique qu'il faut juste interrompre. Voilà, mettre de la conscience dessus et la bonne question à se poser, ce n'est pas: «Arrête», c'est: qu'est-ce que cet excès te dit sur ce que tu recherches vraiment dans ton travail? Et puis comprendre aussi, le prix à payer, hein, de cet excès, hein, c'est important, aussi. Et puis derrière cet excès, il y a une information précieuse. Et peut-être qu'une simple piste, il y en a plusieurs bien sûr, ça serait de se dire: «Où et comment est-ce que je pourrais exploiter finalement autrement ce talent?» Voilà, parce que j'ai peut-être juste envie de le vivre et c'est Mmh. important aussi de se donner cet espace. Et vous voyez, c'est la troisième façon de gérer les faiblesses d'ailleurs. Oui, de façon homéopathique, à dose minimale. Voilà. Alors, vous savez, tout ça, ça me fait repenser à mon expérience, d'ancien DRH. Pendant les années, j'en ai fait des 360 en manager et j'en ai aussi, fait pour moi et on travaillait leurs compétences selon les fameux 360. Le réflexe, bah, c'était d'amener les gens bons sur tous les sujets. En tout cas, les gens voulaient être bons sur tous les sujets. Et c'est ce qu'on appelle l'individu bien équilibré, qui laisse pas de place aux autres d'ailleurs à un endroit, hein, d'une certaine Voilà. manière. Exactement, et c'était absolument épuisant et stupide parce qu'on reproduisait ce qu'a tous vécu dans ce qu'on a vécu dans le milieu scolaire. Vous voyez, vous vous souvenez de ça? Le fameux «peut mieux faire» sur le bulletin scolaire. Les entretiens annuels avec peu progresser sûr, on pointait du doigt des défauts et les talents, on les oubliait. Pourtant, j'avais déjà cette intuition à l'époque que quelque chose clochait, que c'était pas complètement la bonne méthode. Oui, il y a une citation de Clifton que j'aime beaucoup, c'est: «Les grands leaders ont en commun qu'ils connaissent vraiment leurs forces. Il n'y a pas de liste définitive de caractéristiques qui décrit tous les leaders», justement. Voilà. Question pour vous, dans vos entretiens annuels, vous parlez plus de ce qui ne va pas ou de ce qui fonctionne bien? Voilà, probablement, on a tous la même réponse. Bon, on arrive bientôt à la fin de ce live, on va récapituler quelques messages clés. Alors, premier message, la complémentarité plutôt que la comparaison. Mmh. Admirer le talent d'autrui peut nous minimiser quand on se compare. Mais si on se concentre sur nos talents, on voit la complémentarité.
Oui, et avoir conscience de cette complémentarité, c'est vraiment essentiel pour se sentir bien dans une équipe et pour que l'équipe soit performante. Voilà. Deuxième message, laissez l'espace. Là où je ne suis pas talentueux, bah, je le laisse l'espace pour que quelqu'un exprime son talent. Troisième message, on est payé pour ses talents, pas pour ses faiblesses. Voilà. Et peut-être le dernier message, attention au pilotage automatique. Nos plus grandes forces peuvent devenir nos pièges si on ne fait pas attention au dosage. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Allez-y, mettez en commentaire ce que vous en retenez. On les lira un peu plus tard. Oui, pour nous, ce sera en tout cas management par les forces versus cases prédéfinies. Voilà, c'est construire des équipes complémentaires, pas des clones. C'est ça la clé du bien-être et de la performance. Et puis, focaliser sur les forces améliore l'engagement et la performance. Rappelez-vous, hein, 10% d'engagement en plus, c'est 20% de rentabilité supplémentaire. Moi, j'aimais bien c'était Laurence Vanney qui avait fait une statistique sur le bien-être au travail, bonheur au travail, on appelait ça. Mais ça, les talents, c'est vraiment lié à ça. C'est un salarié heureux produit 20% de plus. Dit autrement, pour 4 salariés heureux, le cinquième est gratuit, hein. C'est cette idée-là. Bon, c'est un peu provoquant, mais j'aimais bien cette façon de dire. Donc, vous voyez, finalement, c'est un juste dosage, hein. C'est ni sous-utilisation, ni surutilisation. Bon, récapitulons les 3 façons de pallier les faiblesses. 1, utiliser les talents pour les combler comme l'histoire de Paul au début, hein, que raconte Bernard, voilà. 2, combiner les talents d'équipe comme l'histoire du comité de direction. Et 3, faire de façon homéopathique à dose minimale, voilà, sur la correction, des excès, à savoir se ajuster, mettre le curseur au bon endroit. Voilà, ça c'est une première chose. N'oubliez pas, notre guide d'identification des talents est disponible gratuitement. Demandez-le nous, hein, mettez talent et on vous l'expédiera avec joie. Ouais, complètement. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez-nous dans le programme Leader de transformation positive qui démarre, là, le 31 mars 2026 et qui vous permet de changer concrètement à la fois votre posture, vos rituels managériaux et votre façon d'embarquer vos équipes dans votre projet en focalisant vraiment sur les forces, les ressources, les talents, voilà, tout ce qui permet d'enrichir finalement cette énergie au quotidien avec l'équipe. C'est vraiment une autre façon de manager. Voilà, c'est une approche vraiment sur les forces, voilà, plutôt que sur les manques et ça peut transformer en profondeur vraiment votre quotidien. Et puis pour les dirigeants et les RH, c'est surtout un parcours qui permet de développer avec vos managers une culture d'entreprise qui donne la pêche et de la performance, voilà. Et puisqu'on en parle ici, ça attire aussi, et ça fidélise les talents et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas une mince affaire, voilà, vu ce qu'on observe dans ce qu'on appelle le silent quitting ou le turnover au sein des entreprises. Voilà, l'objectif, c'est plus de résultats avec plus d'énergie et moins d'efforts inutiles et cela commence le 31 mars pour un parcours accompagné sur 6 mois. Voilà, ce qui permet de transformer à la fois en douceur et en profondeur et je pense d'ailleurs à un de nos clients qui envoie ses équipes progressivement par petits groupes et finalement, c'est vraiment chouette parce que c'est une belle façon de transformer effectivement la culture de l'entreprise sur le fait de focaliser sur les forces plutôt que sur les manques dans le quotidien et ça, c'est vraiment très, très chouette. J'ai envie de finir en disant la force est avec vous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci, à très bientôt et la force est avec nous. Absolument. À bientôt. Bonne journée, à bientôt.